Donc, cette cinquième et dernière leçon aboutit à une exploration de certains thèmes de l'atelier, et notamment à ce moment où l'atelier de Guéry semble devenir un modèle pour d'autres, en tant que tel, pas simplement le théâtre de la réflexion, du travail, de l'interaction entre les membres de l'équipe de Guéry, mais un modèle en tant que tel, un modèle spatial, un modèle d'organisation. Mais je voudrais au passage parler de quelques ensembles de projets qui me semblent particulièrement pertinents. Et notamment, je voudrais commencer en parlant de la manière dont Gary s'est posé le problème du gratte-ciel depuis assez longtemps. En effet, bon, évidemment, construire un gratte-ciel est le rêve de tout architecte encore plus. Il aura fallu beaucoup de temps, il aura fallu pratiquement une trentaine d'années pour que Guéry puisse passer à l'acte, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Donc je voudrais faire une rapide chronique de ces projets de gratte-ciel qui nous montre aussi comment, avec ce programme, ces idées changent et ces formes changent. Et je voudrais la pointer à ce propos, en ayant comme fond pour, pour mon récit ce premier projet de construction verticale inabouti pour Kalamazoo dans le Michigan, un projet de centre d'affaires vertical dans lequel, comme je l'avais raconté, je crois, on voit pour la première fois apparaître un poisson qui a la taille d'un bâtiment. Donc, je voudrais signaler qu'au fond, une des grandes caractéristiques de l'architecture de Gehry, c'est de mettre à mal la notion de type. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais il essaye de le faire et il le fait de façon peut-être assez caractéristique à propos des gratte-ciels. Alors, les projets de gratte-ciel, d'immeubles en hauteur, se succèdent dans le corpus de l'œuvre de Gehry à partir des années 80. Ce point de départ dont je viens de parler à Kalamazoo, un projet pour pour un promoteur à Dallas, dans le Texas. Vous voyez quelque chose d'intéressant, ces bâtiments hauteur, les bâtiments hauteur ne sont pas seuls, ils forment un ensemble, une tour de bureau d'un côté à droite et ensuite des tours d'habitation qui se frottent les épaules. Je reviendrai à cette dimension anthropomorphique un peu plus loin. Donc un ensemble intéressant, déjà assez complexe mais inabouti. Voici une autre image de ce projet dans lequel on voit que Gehry s'attache à imaginer différentes solutions tectoniques pour ces gratte-ciels. On le voit notamment sur le croquis, des solutions qui sont plus des solutions d'empilement, des solutions, des structures, des striures verticales, des solutions hybrides. Ici, un projet significatif qui témoigne de son désir ardent de construire à New York. C'est un projet de reconstruction de Madison Square Gardens, donc au-dessus de la gare de Pennsylvanie à New York, dans lequel Gehry a travaillé avec SOM, avec la grande agence corporate SOM, alors dirigée par David Childs. Et je pense que pour lui, pour Gehry, qui n'avait guère d'expérience de ce genre de projet, ça a été une bonne expérience. On voit aussi que ce projet est évidemment moins, je dirais, moins ébouriffant que ceci, ou moins ébouriffé, qu'il est beaucoup plus discipliné dans l'assemblage de ces prismes orthogonaux, mais qu'on y voit quand même apparaître une sorte de poisson dressé à la verticale. En tout cas, c'est un moment dans l'apprentissage par Gehry des problèmes architecturaux du gratte-ciel. Un autre projet, voilà, quelques croquis qui nous montrent comment le travail s'opère sur les trois registres que l'on connaît fort bien, sur la base et sa dimension urbaine, sur le sommet opérant comme signal et sur le fût, sur la partie principale du gratte-ciel. La tripartition dont Louis Sullivan avait déjà parlé, sur laquelle il avait écrit plutôt dans les années 1890. Un projet intéressant, assez hybride, qui nous montre que cette hybridité des formes que l'on a vues à l'œuvre dans beaucoup de projets domestiques, Gehry l'a reconduit avec
avec ses projets de gratte-ciel. C'est un projet pour Progressive à Cleveland. Progressive, c'était l'entreprise que possédait Peter Lewis, pour lequel il a, comme vous savez, Gary a étudié pendant des années, pendant beaucoup d'années, une maison très complexe et très luxueuse. Donc c'était un projet assez complexe, vous voyez, assemblant des volumes différents, intégrant ici un petit musée, ça ressemble à un musée avec ses verrières, un peu comme on l'a vu à Vitra et à Bilbao. Ce musée aurait dû abriter des œuvres site-spécifiques de Judd ou de Serra. Et Gary a aussi tenté d'engager Claes Oldenburg dans ce projet. Vous voyez là un exemple ici intéressant de l'invention, je dirais, triviale, quotidienne dans l'agence. À défaut de solution plus raffinée pour le couronnement de la tour la plus haute, eh bien, un journal plié en quatre sur un coin de table a été utilisé. Et ce que Oldenburg se proposait de faire, c'était de faire un gigantesque trombone pour faire tenir en place ce journal. Voilà d'autres, et ça toujours ce travail sur la dimension longitudinale, presque affine à ce qui se fera à Bilbao, et puis l'émergence verticale du bâtiment. Un autre projet intéressant et un autre échec d'ailleurs, cette fois-ci c'est un concours perdu, c'est un projet pour le Rapid Transit District de Los Angeles, pour les transports collectifs. Cette fois-ci, il est assez intéressant, je dirais, à cause de la partie basse du bâtiment, à cause de cette idée en quelque sorte, d'avoir un gratte-ciel avec une jupe qui lève modérément pour laisser l'accès libre. Donc c'est un gratte-ciel qui semble avoir une sympathie dans sa partie basse pour le quartier qui l'entoure. Un autre projet abandonné, encore un projet abandonné, c'est un projet pour Mexico City en 93. Cette fois-ci, il est sans doute moins complexe que selon ce qu'on vient de voir, notamment le projet pour Progressive. Ce qu'il a d'intéressant, on le voit avec les croquis à droite, c'est qu'il s'agit d'un exemple assez caractérisé d'anthropomorphisme. Les tours, l'ensemble de ces tours, semble représenter l'alignement de 4 solides gaillards campés sur leurs bottes, qui ensuite, l'un de ces gaillards semble rester dans sa masculinité alors qu'à côté une forme plus féminine apparaît. Donc il y a ici une sorte de tournant vers l'anthropomorphisme qui est parallèle au projet que Gary fait à Prague de tours torsadées dénommées Ginger et Fred, ces tours qui semblent danser ensemble. Donc on voit ici comment le projet de Prague contamine ou interfère avec celui de Mexico City. Un projet intéressant aussi dans un autre ordre, c'est celui aussi abandonné. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cadavres de projets pour la transformation de Times Square à New York. De quoi s'agit-il? Times Square, comme vous le savez, dominé par le bâtiment du New York Times que celui-ci avait depuis longtemps abandonné et qui n'était plus qu'une ossature couverte de néon. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, Gary travaille sur ce signal et travaille à l'idée de lui donner une dimension textile, c'est-à-dire de ne pas refaire un bâtiment, mais d'apposer ces enseignes à une structure textile qu'il étudie de différentes manières. Ici, ce que l'on voit ici, c'est comment la maille d'acier qui était utilisée, qu'il avait utilisée de manière plane, souvenez-vous du garage du parking du Santa Monica Place, ici devient un véritable textile qui permet de créer des formes inattendues, des formes qui ne sont pas réglées et qui viennent envelopper l'ossature et la laisser deviner malgré tout au-dessus de Times Square. Alors le projet le plus ambitieux
a aussi un rapport avec le même New York Times. Le projet le plus ambitieux de Gehry dans cette période, c'est un projet de concours pour le siège du New York Times, sa rédaction du New York Times, mais aussi d'autres activités, puisque vous savez qu'à New York, les gratte-ciel portent un nom, correspondent à un brand, mais dans le même temps, ce sont aussi des opérations locatives lucratives et que la plus grande partie de leurs étages sont loués à d'autres entreprises. Donc c'est un concours qui oppose Gehry à César Pelli, Norman Foster et Renzo Piano, qui va finalement construire le bâtiment sur la 10e avenue dans le Midtown de Manhattan. Et vous voyez, le travail que fait Gehry ici est un travail de transformation du mur rideau. Vous voyez que ce mur rideau qui, au milieu de la façade, semble être à peu près normal, si je puis dire, avoir une géométrie conventionnelle, se déforme avec ces jupes qui viennent, qui interviennent qui interviennent au sol. Et puis, vous voyez aussi que ce mur rideau se déforme et s'évanouit en quelque sorte au niveau du couronnement. Et c'est une position assez intéressante de Gehry sur laquelle je vais revenir. Alors d'abord, la forme du bâtiment lui-même. C'est un projet dans lequel le rapport à la sculpture se manifeste de façon assez claire. Gehry travaille initialement sur deux, comme vous voyez à gauche, sur deux volumes, et ensuite il sculpte ces volumes. C'est-à-dire qu'il travaille en creux sur ces volumes, et il commente cette opération en disant « Ce projet, c'était comme sculpter du marbre. Vous devez trouver la sculpture dans le bloc de pierre. Vous le voyez dans les esclaves de Michel-Ange, par exemple, où il a laissé le marbre brut sans le toucher. Il ne travaillait pas à partir d'une image préalable. Il a trouvé la forme dans le marbre. C'est la même chose dans mes dessins. J'ai dans mes dessins une liberté que j'exprime dans mon architecture. Donc l'idée d'excaver le projet dans un bloc, c'est ce qu'il essayera de faire de différentes manières. Je pense que ses paroles sont un peu plus engagées que sa pratique. En tout cas, vous voyez ici quelques-unes parmi les dizaines de maquettes qui vont jalonner le travail sur ce bâtiment et qui toutes sont d'abord toujours fondées sur un volume originel qui règle les problèmes de circulation verticale, mais qui ensuite est déformé. Donc voilà le chemin vers le projet définitif. Ce qui est intéressant ici, c'est à la fois l'idée qu'avait le New York Times d'avoir des niveaux, d'ouvrir son hall à la ville, d'avoir un espèce d'équipement civique, un peu comme comme aurait dû l'être le forum du projet initial du centre Beaubourg de Piano et Rogers, ouvert sur la plaza. Évidemment, le 11 septembre a tué cette idée complètement et le bâtiment s'est replié sur lui-même. Mais l'autre idée, c'est ce que vous voyez en haut, c'est l'idée que, la façade qui est autonome du bâtiment en quelque sorte s'achève, meurt dans le ciel comme un coup de pinceau sur le bord d'une toile. Et c'est l'analogie que Gehry a souvent proposée. Il a souvent regretté de ne pas pouvoir procéder à cette sorte d'effacement, d'allègement de la touche picturale avec l'architecture. Un autre projet intéressant à New York aussi, un peu plus tard, oui, Gehry apparemment remporte le concours et se voit proposer de venir suivre le projet, ce qui aurait impliqué qu'il déplace son agence à New York. Il se refuse à le faire. Et du coup, Piano, qui était considéré avec lui, prend l'opération et la mène à bien, avec une architecture tout à fait différente, évidemment. Alors, un autre projet plus au sud de Manhattan, l'Astor Place Hotel, à côté de l'école d'architecture de la Cooper Union. C'est un projet dans lequel l'idée du textile est reconduite, en tout cas sur la maquette, mais avec aussi l'idée d'un dédoublement du bâtiment. Edwin Chan, qui a travaillé sur ce projet,
a évoqué son rapport avec la sculpture de Dan Flavin, que l'on voit notamment deux des œuvres de Flavin sur le thème de l'hommage à Tatlin. Et vous voyez notamment celle de gauche qui est quasi pyramidale, comme d'ailleurs les gratte-ciel staliniens moscovites des années 50. On peut considérer que c'est une piste sur laquelle Gehry travaille. L'idée du positif et du négatif, a dit Chan, l'idée d'un bâtiment qui a de l'espace au milieu, et donc d'un bâtiment qui trouve une de ses sources, en tout cas dans le travail de Flavin. Alors, autre projet raté pour New York, cette fois-ci à Brooklyn, c'est le projet le plus ambitieux que Frank aura jamais fait à New York. C'est le projet d'un ensemble construit sur les voies ferrées dans le centre de Brooklyn, construit sur ces voies ferrées dénommées Atlantic Yards, donc une gigantesque opération réalisée sur un sol artificiel à proximité du centre de Brooklyn et notamment des gratte-ciel qui y furent construits au début des années 20. Voilà l'opération ici, dans une première phase du projet, qui est une phase de mise au point des enveloppes parallélépipédiques, qui est assez proche du programme. Et vous voyez ensuite déjà s'amorcer un travail de sculpture plus engagé. Tout ceci mené sur les voies ferrées. C'est un projet qui était tout à fait gigantesque et qui s'étendait pratiquement sur 22 acres, ça fait à peu près 10 hectares, autour d'un grand équipement sportif, autour d'un grand stade couvert, qui était quand même je dirais, l'aimant principal du projet. Gehry a beaucoup travaillé sur la tour dénommée Miss Brooklyn, en faisant un empilement. Donc, on voit que c'est je dirais, pour utiliser une figure de linguistique un peu simplette, c'est un syntagme nouveau, un nouveau principe d'agrégation des volumes. Ce n'est plus la transformation des trois registres d'un édifice qui reste inscrit dans une structuration verticale, c'est une logique d'empilement. Ce projet a mobilisé beaucoup d'énergie de la part de Gehry, avant d'être, et on voit ici beaucoup de ses dessins, notamment le passage des parallélépipèdes simples à diverses formes d'empilement dans les croquis. Et ce projet a fini par être, encore un autre ici, a fini par être abandonné par ce qui a provoqué une assez grande crise au sein de l'agence. Donc, projet abandonné à l'occasion ou sous le prétexte de la crise de 2008, et l'équipement sportif étant finalement réalisé. Alors, le premier et à ce jour le seul bâtiment en hauteur réalisé par Gehry à New York, c'est ce bâtiment dit initialement Beekman Tower, aujourd'hui 8 Spruce Street, qui se trouve, vous le voyez ici, sur le côté est de la pointe de l'île, puisque nous voyons ici la pointe de l'île vue depuis le nord, vue très exactement depuis la fenêtre du modeste appartement que l'université me loue. Donc vous voyez ce bâtiment qui prend la lumière, comme on va le voir, de manière tout à fait intéressante, et qui a été marketé, qui a été vendu à l'enseigne de New York par Gehry, bien que Gehry n'ait nullement dessiné les appartements eux-mêmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'effort que Gehry a fait dans ce projet pour regarder autour de lui à New York, même si ça n'est pas toujours d'une très grande évidence, mais en tout cas, ce gratte-ciel est implanté downtown, et Gehry essaye d'éviter de répondre littéralement au règlement d'urbanisme, qui aurait rendu le bâtiment beaucoup plus brutal et volumineux, et tente d'alléger le bâtiment, notamment en répondant à son voisin, qui est le Woolworth Building, à son vis-à-vis qui est le Woolworth Building. Donc, vous voyez ici comment l'idée des retraits, l'idée aussi d'un bâtiment qui, malgré tout, joue fortement avec les verticales, mais pas évidemment de la manière aussi orthogonale
que le Woolworth de Cass Gilbert. On voit que c'est un bâtiment qui a une certaine empathie pour ceux qui l'entourent. Cette empathie sera mise en œuvre au fil d'un travail extrêmement long. Et donc, ce que je voudrais souligner aujourd'hui en parlant de l'atelier de Gary, c'est en parallèle à la poursuite du travail sur les croquis, c'est cette prolifération des maquettes de tous ordres, des maquettes urbaines, ou de tout ordre plutôt, des maquettes urbaines qui sont gigantesques, puisque pour travailler sur un seul bâtiment ici, ou sur quelques bâtiments, c'est une maquette d'un gigantesque quartier de ville qui est faite, on le voit encore mieux au-dessus, mais aussi évidemment des maquettes de variantes, comme dans le cas de celui-ci, qui devait répondre à un problème particulier. Il devait intégrer dans sa base une école publique qui était sur le terrain. Donc c'est un projet de superposition programmatique intéressant, une superposition intéressante avec évidemment des problèmes de points porteurs, des problèmes aussi d'expression extérieure de ces éléments de programme. Alors voilà le bâtiment tel qu'il a été au moment où il était en train de s'achever. Le voici vu depuis plus haut que lui. Et vous voyez comment l'idée des décalages, des retraits, en écho au Woolworth Center, au Woolworth Building, a été réalisée. C'est un bâtiment qui a un couronnement complètement plat, qui a été arasé. Gary entendait le construire plus haut, mais finalement le projet a été arasé par le promoteur et Gary a décidé de ne rien faire et de laisser cette espèce de coup de couteau, de coup de lame apparaître très très clairement. Ce qui est intéressant ici dans le travail sur la façade, sur le revêtement de façade, c'est l'allusion au pli du Bernin. Gary raconte, j'ai eu un de ces moments eureka, un de ces moments, vous savez, ces moments représentés par une ampoule dans les dessins animés, quand à 3 heures du matin, j'ai pensé à Bernin, au Bernin. Michel-Ange est rond, Bernin est anguleux. Et la première fois, écrit-il, ou dit-il plutôt, qu'il n'écrit, que j'ai vu la sculpture de la Sainte Thérèse du Bernin dans l'église de Santa Maria della Vittoria de Rome, c'était en 1960. J'ai toujours été fasciné par les plis et à Spruce Street, nous utilisons les plis de Bernin pour façonner la façade. Ce qui est vrai, c'est que les plis sont un peu plus fluides que ceux du Bernin, mais malgré tout, on y trouve des opérations, des configurations de surface, et notamment dans le jeu de l'ombre et la lumière, qui sont assez proches. Voilà comment tout ceci est réalisé. L'ossature ifugée à gauche et les panneaux de façade qui sont tous extérieurs, des panneaux d'acier inoxydable réalisés au Japon, plus de 10 000 d'entre eux, et seulement 2000 d'entre eux étant répétés. Tous les autres sont individuels. Donc c'est un travail assez considérable, encore une fois rendu possible par les techniques informatiques déjà évoquées. Voici la partie basse du bâtiment avec l'école. Donc l'école est absolument, je dirais presque cyniquement, traitée comme une école publique new-yorkaise. Et les appartements au-dessus, vous en voyez certains ici qui n'ont, je le répète, pas été dessinés. Ce qui arrive souvent dans la production des gratte-ciel à New York, pas dessinés par Gary, mais par un architecte commercial, très commercial, comme vous voyez. Alors, d'autres projets de gratte-ciel, pour terminer sur ce thème, montrent que après que ce projet de New York a eu un effet libérateur, Gary avait construit un premier gratte-ciel hétérodoxe par certains aspects, mais qui n'était quand même pas révolutionnaire dans sa structure, et il s'est lancé dans ou dans sa façade, au-delà de la manipulation de l'acier. Donc il s'est lancé dans des projets plus hardis. Ici, un projet pour Monte Carlo avec une façade tressée, un squelette, une ossature extérieure tressée, qui fait penser tout à fait évidemment à ces meubles en bois courbé pour Knoll International. C'était une opération, c'était une sorte de consultation
à laquelle participaient Rem Koolhaas et Christian de Porzampar, qui fut abandonné. Ici, un autre projet qui explore une tectonique tout à fait différente. C'est un projet qui explore, qui utilise un matériau dont Gehry n'avait guère l'habitude, qui est l'aluminium extrudé. Il s'agissait d'un concours à Andorre pour un musée et centre culturel. Et vous voyez à nouveau ici la méthode Gehry dans l'atelier, c'est-à-dire la réflexion sur les volumes et les circulations verticales, réflexion très simple, mais rigoureuse, et ensuite la transposition de cette réflexion au travers de quelques croquis dans une forme constructible. Forme très spéciale, puisque vous la voyez à droite, elle était faite d'éléments d'aluminium extrudés d'échelles variées, dans lesquels étaient inclus des volumes orthogonaux correspondant à certaines fonctions. Finalement, c'est une mixité comparable, mais bien plus intense, à celle que l'on a pu voir avec le bâtiment de New York. Gehry a continué à travailler sur les gratte-ciels jusqu'à ce jour. J'en évoque au passage un ou deux. Ici, c'est un projet dans lequel il est essentiellement, bien qu'il construise certaines tours, il est essentiellement engagé dans le travail sur les niveaux bas. C'est un projet qui est construit sur Grand Avenue, en face du Walt Disney Concert Hall, et qui vient finalement donner à Los Angeles, contribue à donner à Los Angeles un centre culturel et un centre habitable que Los Angeles n'avait plus, en tout cas habitable par la classe moyenne et la classe supérieure, un centre que Los Angeles avait perdu avec les rénovations urbaines des années 60. Ici, projet en cours, c'est pour la ville natale de Gehry, à Toronto. C'était un projet initialement censé comprendre 3 tours que vous voyez ici, qui participent de la part de Gehry d'une critique assez radicale de ce que sa ville natale est devenue. Donc, il s'était forcé d'opposer une architecture plus lumineuse à celle de ces tours assez sombres, y compris les 2 de Misandero qui en jalonnent le centre. Et vous voyez ici comment le travail engagé sur le projet de New York se déploie. Donc toujours l'idée de tours dont la surface diminue, mais dont l'enveloppe est extraordinairement diverse. Du mur rideau s'extrayant d'une sorte de gant plastique qui prolonge la recherche qui avait été entreprise pour le New York Times, à un mur rideau qui franchement perd la tête, qui devient franchement délirant ici, ce qui doit sans doute poser quelques problèmes d'éclairement à l'intérieur, mais cette version, qui était une version théorique, n'a pas été retenue. Finalement, le projet a été un peu domestiqué dans la version qui va en être réalisée. C'est aussi un travail au niveau du sol. Gehry s'attache à faire en sorte que ces bâtiments touchent le sol. Donc ici, sur un alignement qui était un alignement de petits théâtres et de bâtiments assez attachants, qu'il remplace par des espaces qui sont évidemment très différents et qui en abandonnent l'historicité, mais qui ne sont pas hostiles comme peuvent l'être les rez-de-chaussée de beaucoup de gratte-ciels. Voilà une des dernières versions de ce projet. Vous voyez qu'après le mur rideau en folie, eh bien, la façade s'est domestiquée et s'est calmée, et que c'est un travail un peu différent. Ici, une texture semblable à celle de la tour de New York, mais qui n'est plus qu'une fissure ou une fistule à l'intérieur d'un volume plus sage. Ici, un volume plus lumineux qui s'y oppose. Gehry a travaillé sur ce genre de morphologie pour un bâtiment que je ne peux pas vous montrer, qui devrait être réalisé dans l'ensemble par ailleurs assez désastreux de Hudson Yards à New York.
Et en gros, c'est autour de ce thème qu'il a travaillé. Alors, je voudrais maintenant évoquer quelques projets qui me semblent importants du point de vue de la méthode, du travail de l'atelier, mais aussi de la méthode d'interaction avec les destinataires. Alors, le premier, c'est cette salle de conférence de la Deutsche Landesbank à Berlin, construite à l'intérieur d'un bâtiment tout à fait conservateur, puisque, comme vous le savez, sur la Pariser Platz, à côté de la porte de Brandebourg, la politique du Sénat de Berlin était très rigide en matière d'architecture dans le centre. Et c'est une retombée, et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il s'agit d'une retombée de la maison Lewis. À l'intérieur de cet immeuble assez tranquille, Gehry avait comme programme la création d'une salle de conférence qui est devenue un volume autonome situé entre deux verrières, une verrière basse qui éclaire les sous-sols, une verrière haute assez extraordinaire calculée et dessinée par l'ingénieur Jürgen Schleich. Et vous voyez donc ici que la tête de cheval de la maison Lewis est devenue, qui était un petit volume, est devenu un volume beaucoup plus grand qui contient cette salle de conférence. Donc, les opérations ici sont intéressantes. C'est à la fois une translation, un déplacement dans l'espace, c'est aussi une homothétie, et c'est aussi, par certains aspects, une déformation ponctuelle de type anamorphique, c'est-à-dire certaines formes, certains éléments de la forme sont différents et deviennent lisibles sous un certain angle. Voilà une maquette à gauche qui est intéressante parce qu'on peut la rapprocher, ce que Gehry ne se prive pas de faire, d'une autre source empruntée à l'histoire de la sculpture. C'est ce pleurant de la tombe de Philippe de Bourgogne, sculpté à la fin du XIVe siècle par le néerlandais Klaus Sluter, qui était sculpteur à la cour de Bourgogne. Et ici, Gehry avait visité Dijon et connaissait les pleurants de Sluter. Et donc, le rapprochement n'est pas fortuit. Je pense que dans ce cas, il ne s'agit pas d'une reconstruction, mais bien d'un effet assez direct de cette forme que Gehry avait rencontré sur son projet. Donc, vous voyez qu'il permet on le voit avec l'ouverture ici, on le voit avec certains plis qui sont des plis dans lesquels la relation est plus directe que dans l'exemple romain que je montrais auparavant. Donc, c'est un autre exemple. Là, cette tête de cheval, elle provient à la fois, je dirais, des ressources internes à l'agence et des observations d'un Gehry nomade à travers l'Europe. Un projet important pour explorer la relation avec les usagers, qui est aussi une dimension très importante du travail de l'atelier. L'atelier de Gehry est un atelier dans lequel les projets se développent assez lentement, au travers d'une interaction assez approfondie avec à la fois avec les institutions qui bâtissent, mais aussi avec les utilisateurs. En tout cas, ce fut le cas avec ce centre de recherche de MIT, construit il y a une quinzaine d'années, qui est un bâtiment très complexe. Il est complexe pour beaucoup de raisons, parce que c'est un bâtiment qui joue un rôle dans la circulation générale du campus de MIT. C'est un bâtiment qui abrite des différentes formes d'interaction entre équipes scientifiques et équipes de recherche. C'est un bâtiment qui aussi et notamment qui est censé intégrer la dimension du changement. Donc, il s'agissait en l'occurrence de créer des espaces pour les enseignants, les étudiants et les administrateurs, avec différentes formes de hiérarchie, puisque ce qui se passe ici recherche sur la robotique ou sur l'informatique à certains degrés de confidentialité. Il s'agissait de réorganiser les entrées du campus, et notamment sur son côté nord, et aussi de créer des espaces collectifs accessibles à tous, et pas simplement aux étudiants ou aux chercheurs de ce centre.
Alors regardons le plan de MIT. Je voudrais montrer ce projet avec un peu de détails. Voici le plan de MIT. Ici, la Charles River, le bâtiment de Wells Bosworth, architecte dont j'ai montré brièvement le centre américain il y a peu, donc le grand bâtiment de MIT, avec son couloir infini, qui est une des caractéristiques du bâtiment. Il y a un couloir qui fait 400 mètres de longueur, qui est le couloir institutionnel de l'institution, et beaucoup de bâtiments qui sont des bâtiments, des bars qui ont été construits au fil des années, notamment pour servir à la recherche militaire. Donc les programmes destinés à se regrouper ici, sciences de l'intelligence, de l'information, informatique, robotique, étaient en large partie installés dans ce bâtiment que vous voyez ici, le RAD Lab, où la recherche sur le radar s'était développée, la recherche sur toute série de modes de communication et de détection. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le plan. Tout le campus de MIT était organisé autour de cette logique de bâtiments linéaires dans lesquels un long couloir séparait les bureaux des chercheurs et de leur secrétariat des labos. Donc voilà, c'était le plan standard de MIT, tout était comme ça. Alors Gary va commencer à travailler, à assembler des bâtiments de ce genre, et vous voyez ici différentes étapes que je n'ai pas le temps de commenter totalement dans le détail, dans lesquelles vous voyez comment, à partir du plan masse initial, ces bars, ils travaillent, ils jouent, je dirais, parce qu'il y a toujours une dimension ludique là-dedans, sur les assemblages possibles de ces éléments de laboratoire. Donc vous voyez des formes particulièrement élémentaires, hautes formes élémentaires, des assemblages plus complexes, des assemblages de plus en plus complexes, mais qui ne trouvent pas vraiment leur clé d'assemblage, leur clé de montage, si je puis dire. Et pour qu'ils le trouvent, il faudra que l'agence fasse une vraie campagne de discussion qui a été très bien relatée dans une publication avec les chercheurs et leurs représentants. Les chercheurs avaient un représentant qui était une sorte de médiateur entre eux et l'architecte, et ils ont travaillé autour d'abord de leur poste de travail. Qu'est-ce que c'est que le bureau d'un chercheur et qu'est-ce que ces chercheurs attendaient d'un bureau idéal? L'équipe de Gary fit l'enquête et ils s'aperçurent que le bureau idéal que les chercheurs décrivaient, c'était le bureau qu'ils avaient déjà, et qu'ils n'étaient guère capables de se projeter dans une autre organisation. Et ils ont commencé à ce moment-là à essayer de tester d'autres hypothèses. Un bureau de type loft ou atelier, à droite, séparant fonctions de réunion, de fonctions de réflexion, un bureau plus ludique, on a l'impression qu'il s'agit d'une table de billard, et surtout des formes d'organisation du travail collectif. C'est là que sans doute le travail sur ce bâtiment est le plus intéressant. L'idée de proposer aux chercheurs travaillant collectivement sur un projet, mais ayant aussi besoin de se replier sur leur poste de travail, de leur proposer différents types d'organisation. Donc, l'idée d'un village de chiens de la prairie, c'est-à-dire de petites structures complètement autonomes et communiquant au niveau inférieur, comme les chiens de prairie dans leur galerie. L'idée d'une maison coloniale, c'est-à-dire une maison organisée de manière extrêmement formelle, distribuée de façon formelle et axiale. L'idée d'un village d'orang-outans, c'est-à-dire de chercheurs qui seraient répartis comme s'ils étaient dans les arbres et qui circuleraient librement d'une branche à une autre. Il y a eu un intense travail de mise au point de ces organisations. Et vous le voyez ici dans l'agence, mais en liaison avec le collectif des chercheurs. Dans le même temps, un travail sur la forme qui devait s'articuler avec tout ça et qui posait un problème très précis, c'était qu'il y avait deux mécènes principaux, Bill Gates d'un côté et un autre personnage du nom de Dreyfus. Et donc, il fallait, dans ce bâtiment qui était unique, identifier que ces deux donneurs puissent, donateurs, on dit donor en États-Unis, c'est le donors, c'est le mécène puisse s'identifier, ce qui fut fait en essayant de dissocier, en faisant apparaître deux formes verticales,
malgré tout intégrés, mais autonomes dans le bâtiment. Alors voilà ensuite, le débat sur l'autonomisation de ces deux tours, sur les circulations partagées, sur les rapports du bâtiment avec le campus s'est mené à nouveau avec des maquettes multiples. Je crois que c'est une des thèses importantes qui sous-tend le travail de l'agence que la multiplication des modèles. Gary a dit, nous étudions beaucoup les modèles. Quand nous faisons un élément spécifique sur une maquette, nous essayons d'en rompre l'échelle et de changer donc l'échelle, la dimension des pièces, de manière à ce que la maquette ne devienne pas trop grande et monolithique. Et donc l'idée de constamment casser, reformuler les maquettes pour éviter de confondre la maquette avec le projet lui-même, pour que chaque maquette ne reste qu'une hypothèse dans le flux du travail sur un projet. Donc alors, dans le cas de Stata, voilà quelques exemples, en passant donc de la forme la plus proche des volumes parallélépipédiques initiaux. Puis vous voyez ici ce type d'assemblage des bureaux des chercheurs. Et puis, une fois qu'un assemblage à peu près satisfaisant est obtenu, eh bien c'est alors que la forme sculpturale extérieure intervient, comme une sorte finalement de camouflage, ici extrême dans cette image qui semble donner raison à la caricature de Gary dans le feuilleton des Simpsons, qui fait un projet à partir des papiers froissés de sa corbeille. Donc ici, une espèce d'évalade de forme en carton métallisé qui n'était sans doute pas réalisable. Voilà le travail ultime, donc un bâtiment qui, vous le voyez, isole, mais sans vraiment que ce soit trop brutal, les deux tours, la tour Gates et la tour Dreyfus, un bâtiment dont le socle est épais, qui ne touche le sol que par l'intermédiaire de ce socle. Et je n'aurai pas le temps de vous montrer les plans, mais dans le détail, vous voyez ici au rez-de-chaussée, notamment la continuité de cette circulation et de cette entrée qui est devenue un des axes importants du campus de MIT. Le rapport aussi au passage avec les bâtiments, les barres existantes. Ici, donc, et ici, vous lisez malgré tout les formes de regroupement de ces bureaux de chercheurs autour des laboratoires et des salles de séminaire. Alors, voilà, la coupe montre combien les niveaux inférieurs permettant la circulation entre les parties du campus sont importants. Voilà l'extérieur du bâtiment, qui a posé beaucoup de problèmes, des problèmes assez vexants pour Gary pendant longtemps, de fuite, car les joints assez complexes volumétriquement entre les blocs fenêtres, les fenêtres obstinément restent rectangulaires et planes, même dans un bâtiment tordu, et donc cette relation était particulièrement difficile. Et Gary a été accusé d'avoir été responsable de malfaçons qui en fait étaient dues à l'entreprise. Ici, en termes sculpturaux, on peut à nouveau penser à des précédents picturaux. Il est assez tentant de rapprocher cette femme allongée de Fernand Léger avec ses membres tronconiques ou cylindriques, quasi cylindriques, des formes cette couleur jaune du travail de Gary. Mais ce qui est le plus important dans ce bâtiment et le plus agréable, c'est véritablement la générosité des circulations. Ici, c'est une photo faite un dimanche matin, donc tout était vide, et ça n'est guère convaincant quant au niveau de l'animation, mais c'est un bâtiment qui est à la fois replié sur ses activités de recherche et totalement ouvert dans le système général de circulation du campus. Voilà les espaces des chercheurs ou des expérimentateurs au travers de ces différentes circulations verticales. Et voici les laboratoires qui ont pour beaucoup d'entre eux des formes originales, qui sont des laboratoires de robotique dans lesquels se passent des choses tout à fait étonnantes.
Alors, sur le chemin du dernier grand projet de Guéry que je voudrais évoquer avant de parler un tout petit peu de l'actualité de l'atelier et de ce rapport entre la fonction de modèle de l'atelier, on trouve quelques projets culturels. Dans sa ville natale de Toronto, Gary est revenu pour ajouter, pour travailler sur l'extension de la galerie d'art de l'Ontario, qui est un bâtiment, un musée composite fait de toute une série de bâtiments poussés au fil des années et sur lequel il a travaillé en ajoutant ici, ce que l'on voit, en ajoutant une périphérie, en venant plaquer sur le musée un grand espace éclairé et en travaillant sur les circulations verticales. Donc on voit cette galerie vitrée qui vient se plaquer contre le musée antérieur et à l'intérieur les circulations qui là aussi introduisent un langage nouveau, un langage culturel qui permet de reformuler et les circulations et la perception de ces espaces. Donc c'est un projet assez attachant pour qui est sans doute beaucoup plus intéressant que ne le sont les collections de ce musée qui ne sont pas parmi les plus grandioses au monde. Un autre projet montre Gary extrêmement attentif aux situations existantes et capable de se faire discret. Et je pense qu'il faut aussi avoir à l'esprit cette attitude que Gary peut avoir, qui est celle du bon voisin, de celui qui ne crie pas trop fort, mais qui règle les problèmes. Ici, c'est le musée de Philadelphie, ce musée néo-grec de Horace Trumbauer, construit sur une colline, et les escaliers qui lui donnent accès, qui ont été immortalisés dans le premier film de Rambo, le fameux Rambo Stairs. Et Gary a travaillé à une extension du musée qui, en fait, transforme ce qui était une colline pleine en une sorte de gruyère, de galerie et d'équipements nouveaux. Donc, vous voyez ce travail qui est un travail discret en sous-sol du musée. Le travail est moins discret avec la Fondation Vuitton, qui est un bâtiment facile à voir, et donc je ne vais pas en parler beaucoup. C'est un bâtiment dont la genèse a été extrêmement longue et qui trouve son origine dans une visite de Bernard Arnault à Bilbao, à la suite de laquelle il commande à Gary un magasin à Tokyo, et puis décide de créer sa fondation, notamment dans une sorte de compétition entre égaux avec son concurrent français pour le titre d'homme le plus riche du pays, qui est François Pinault, qui lui a recruté, comme vous le savez, Tadao Ando. Donc, Ando Pinault, Gary Arnault. Le projet est un projet qui trouve ses sources dans de multiples bâtiments, images ou phénomènes, notamment l'idée de la grande verrière. Gary avait évidemment un grave problème qui était d'éviter de répéter Bilbao, de trouver une autre idée, tout en ne renonçant pas à certains éléments fondamentaux de son esthétique. Et donc, l'idée d'un bâtiment ayant une double peau de verre s'est progressivement imposée dans une réflexion qui, assez tôt, s'est voulue, comme vous le voyez ici, vitrée et cristalline, mais dans le même temps, assez souple. Donc, comment réconcilier cette image de la mer de glace de Caspar David Friedrich, anguleuse, presque tranchante, et cette image plus flexible du bateau à voile qui obsède Gary depuis le Walt Disney Concerto. Donc le travail s'est développé de manière extrêmement lente et longue au travers de dizaines de maquettes. Et ici, nous voyons les premières maquettes qui sont à nouveau des maquettes de volumes orthogonaux qui permettent de résoudre des questions de liaison, des questions d'accès à l'extérieur, éventuellement des questions d'éclairement. Évidemment, il n'était pas question que le bâtiment tout entier soit transparent, mais
la captation de la lumière n'était pas un aspect secondaire. Et le travail a été mené en parallèle dans une interaction qu'il faudra que j'explore de plus près un jour, lorsque je travaillerai sur le volume 8 de mon catalogue raisonné. Donc un travail très, très précis d'ajustement entre croquis et maquette, dont vous voyez ici une expression, donc une production considérable de maquettes quant à permettant d'ajuster, plutôt de préciser le concept des deux enveloppes et dans le même, à la fois à l'échelle du bâtiment lui-même et à l'échelle de ses composants. Donc, un travail double, élément par élément, et un travail sur la forme d'ensemble, de façon à lui donner du mouvement, de façon à lui donner, dans le même temps, à répondre rationnellement aux besoins d'éclairement à l'intérieur. Projet développé par Edwin Chan, qui a joué un rôle très important dans l'agence de Gehry pendant une vingtaine d'années. Voilà d'autres expressions de ce bâtiment, avec une forme opaque ici, qui était initialement censée utiliser du béton à très haute résistance, ici des formes plus métalliques, et finalement cette idée d'un bâtiment double, d'un bâtiment opaque, autour duquel un deuxième bâtiment transparent est venu se coller, un bâtiment qui reprend ces formes de verrières courbes que l'on avait vu se développer avec les projets de gratte-ciel. Donc ici, il y a une sorte d'opération de rabattement par laquelle certaines des formes que nous avons vues dans les gratte-ciel élaborés autour des années 2000, par ce rabattement, ces formes deviennent des formes horizontales. Je n'entre pas dans le détail du plan, simplement pour souligner qu'il y a, comme à Bilbao, une articulation de volumes palpipédiques, de galeries extrêmement simples et de galeries plus spécifiques, plus petites et spécifiques. Et enfin, cette image d'ensemble qui nous montre que ce bâtiment a bien plus que l'American Center que l'on a vu, est un bâtiment qui réussit à capter de façon assez étonnante les lumières propres de Paris, notamment les lumières de mi-saison de Paris. Il le fait de façon tout à fait efficace, avec ce jeu de voile à l'extérieur, articulé à la peau opaque des galeries. J'ai trouvé une source à laquelle je n'avais jamais pensé vraiment, et à propos de laquelle je n'ai pas interrogé encore Gehry, mais qui est assez troublante pour cette solution de la double toiture. Et cette source, c'est le pavillon de Le Corbusier à Zurich. Vous voyez ici, le pavillon lui-même est fait, comme vous le savez, d'unités modulaires, au modulor, de boîtes en acier sur lesquelles cette toiture vient en quelque sorte voler. Et je trouve que, toutes choses étant égales, c'est-à-dire différentes par ailleurs, dans la lévitation des voiles de verre au-dessus de la partie opaque du musée, on trouve une idée du même ordre. Gehry, d'emblée, voulait que son bâtiment, lui qui s'intéresse beaucoup aux artistes, comme je l'ai dit, voulait que son bâtiment soit accueillant aux artistes et que beaucoup d'installations soient réalisées sur les terrasses. Ce ne fut pas le cas et peu d'interventions significatives ont eu lieu. Celle de Buren en particulier fut assez pertinente dans la mesure où Buren a su réagir notamment au travers des lumières projetées, des ombres et des couleurs projetées avec le bâtiment et pas simplement l'utiliser comme un gigantesque piédestal. Donc Buren, qui a de l'intelligence de l'architecture, a réagi de façon bien plus stimulante au fond que ce que l'on peut voir à l'intérieur du bâtiment avec les œuvres d'Ellsworth Kelly qui sont de magnifiques monochromes suspendus ici ou là, mais qui en aucune manière ne réagissent et ne répondent au bâtiment. Voilà. Alors, au passage, je pointe cet aspect que je trouve un peu dérisoire de l'interaction entre Gehry et Vuitton, qui est la production
de sacs à main, de gadgets et autres, de sacs à main qui se vendent beaucoup mieux que les livres à la librairie du musée. C'est un autre aspect du travail de Gehry que j'ai complètement passé sous silence, mais qu'il faut aussi évoquer, c'est toute une production d'objets à la demande de ses clients, d'objets griffés, de plus ou moins intéressants, plus ou moins pertinents dans l'ensemble de son œuvre. Pour Arnaud, pour LVMH, pour la Fondation Vuitton, Gehry travaille sur un autre projet depuis plusieurs années, qui est un projet dont les dernières nouvelles sont assez confidentielles. Mais il est intéressant de voir qu'il s'agit d'un projet qui n'a rien à voir avec le précédent. Ce bâtiment se trouve à exactement 150 mètres de la Fondation Vuitton. C'est l'ancien musée des arts et traditions populaires de Jean Dubuisson, qui avait été vidé de son contenu et abandonné, et dans lequel la Fondation Vuitton veut réaliser un centre de recherche et d'accueil d'artistes et d'artisans en conservant les volumes, en se débarrassant, comme vous le voyez en haut, du mur rideau initial de Dubuisson, et en travaillant à une autre hypothèse qui a été pendant longtemps celle d'utiliser le socle du bâtiment pour y créer une salle de concert modulable. Ce projet semble abandonné aujourd'hui. Dans cet esprit de salle de concert, et je passe de l'art à la musique, il est intéressant de voir comment Gehry, à nouveau, comme un peu à Philadelphie, a réalisé de plus en plus de projets qui sont des projets discrets, en tout cas sans manifestation extérieure, mais qui transforment de façon significative des bâtiments existants. Ici, la salle de concert dédiée à Pierre Boulez à Berlin, dans les anciens magasins de décors de l'Opéra Comique à Berlin-Est, qui est partie d'une idée, d'un crayonnage que vous voyez ici, l'idée d'une salle centrée autour de l'orchestre Al-Diwan de Barenboim, qui est un orchestre judéo-palestinien, comme vous le savez sans doute, l'idée d'une salle très spécifique. Voici l'extérieur du bâtiment, ici, assez totalement neutre par rapport au projet, qui est un extérieur absolument pas transformé. Et à l'intérieur, le dessin de cette salle ovale qui, assez curieusement, retrouve presque la proportion de l'église Saint-Charles des Quatre-Fontaines de Borromini à Rome. Ce qui n'était nullement prémédité. Gehry s'en est aperçu, ou plutôt un de ses amis historiens de l'art le lui a fait remarquer par la suite. Voilà la salle elle-même, qui est une salle assez extraordinaire par son confort acoustique, par sa flexibilité, et encore une fois, parce qu'elle, au lieu de, je dirais, d'hystériser une forme simple, elle l'habite. Et j'opposerai en effet cette méthode qui consiste à se lever à l'intérieur d'un grand édifice aux formes régulières, aux formes orthogonales, à celle qui consiste à construire la forme architecturale autour des blocs de bois, comme on l'a vu avec les autres projets. Voilà cette vue du Diwan. Et ici, au titre des expérimentations ratées ou pour le moment suspendues, je pense qu'il est intéressant de voir un projet qui n'a guère été publié, qui est la contribution de Gehry à un concours très important organisé à Pékin il y a maintenant presque 10 ans pour le Musée national d'art de Chine, un gigantesque bâtiment dans lequel Gehry a travaillé là aussi à l'intérieur d'un volume, à l'intérieur de ce grand volume que vous voyez ici, en sculptant en creux les circulations verticales. Donc ça, c'est la première caractéristique de ce projet, qui est intéressante, qui est cette collection d'espaces, de grands puits de lumière, de grands patios à l'intérieur du bâtiment, dont la forme était imposée, et surtout le travail sur la façade que vous voyez ici, qui est une façade d'éléments en verre modulaires, et qui aurait donc abouti à générer une lumière tout à fait homogène à l'intérieur du bâtiment. Une façade faite de pierres transparentes, en quelque sorte, sur laquelle Gehry a beaucoup travaillé,
Ce projet, en définitive, était remporté, le concours était remporté par Jean Nouvel, qui s'est largement inspiré du projet de Gehry dans la deuxième phase et semble ensablé aujourd'hui. Euh, euh, un autre projet intéressant qui nous montre cette fois-ci, qui nous montre comment Gehry s'est aussi posé le problème des éléments, de ces éléments de construction modulaire de petite dimension, à l'échelle de, si on les compare au revêtement de façade que l'on a vu jusqu'ici. Il l'a fait à Pékin. Il l'a fait avec ce bâtiment très intéressant construit à Sydney pour l'Université technologique de Sydney, qui est un bâtiment qui accueille une école de gestion. Je montre aussi la maquette habitée à droite, qui est un type de maquette qu'on n'a pas beaucoup vu, mais que l'agence pratique beaucoup de manière à vérifier que les espaces sont praticables. Donc ces maquettes habitées se font à beaucoup d'échelles, à l'échelle d'une pièce, à l'échelle d'un niveau, à l'échelle générale du bâtiment, et jouent un rôle de contrôle très très déterminé. Ce bâtiment est un bâtiment intéressant pour deux raisons. D'une part, le travail sur la brique, qui n'est évidemment pas porteuse, mais qui est un travail extraordinaire de calpinage à partir des systèmes informatiques que l'on connaît, qui a rendu fou d'abord et ensuite extrêmement fiers d'eux les poseurs de briques australiens. Mais c'est aussi un bâtiment intéressant quand on le regarde de l'intérieur, car c'en est un où tout d'un coup, la logique du pochet dont je parlais à propos de Bilbao, c'est-à-dire cette logique de l'escamotage de l'espace interstitiel entre la peau externe et la peau interne, était abandonnée. Et tout d'un coup, on voit dans ce projet, dans ce bâtiment, Gehry, enfin découvrir, parce qu'il ne l'avait jamais pratiqué, un certain plaisir du texte quant à l'exhibition de l'ossature, de la structure du bâtiment, qui est visible et qui rend ce bâtiment assez différent de ceux qu'il a fait auparavant. Dans la même famille, c'est dans la même famille de bâtiments, avec les mêmes, mais certaines des mêmes idées, mais évidemment résultats très différents, on trouvera la fondation Louma, qui est en cours d'achèvement depuis très longtemps d'ailleurs. Ça fait très longtemps qu'elle s'achève. Dans la ville provençale d'Arles, elle se trouve ici, sur les terrains des anciens ateliers de chemin de fer, à proximité des arènes et du théâtre, donc elle est très proche du centre. Elle est associée à toute une série de galeries installées dans les anciens hangars des chemins de fer par Maya Hoffman, qui est la fondatrice, la généreuse donatrice de cette fondation. Et c'est un bâtiment dans lequel auquel Gehry a consacré une énergie phénoménale. Je crois qu'on peut vraiment dire qu'il y a des centaines de maquettes du volume général de ce bâtiment dans son agence. On n'en voit que quelques-unes ici, autour de ce thème du socle abritant les fonctions collectives, les fonctions d'accueil, les amphithéâtres, les bibliothèques, et un bâtiment qui, lui, accueille des ateliers ou des lieux de réunion. Et donc, vous voyez ici comment cette forme à peu près fixée a ensuite été interprétée de mille manières. Alors, on trouve dans le bâtiment deux choses intéressantes. La première, c'est de ce travail sur les éléments de façade, qui sont des éléments, cette fois-ci, en acier inoxydable, et que Gehry a rapproché d'une toile, évidemment, très importante pour ce qui est d'Arles, qui est cette nuit étoilée de Van Gogh, avec ses touches de bleu. Donc pour lui, ce bâtiment est une tentative pour retrouver cette touche du peintre qu'il poursuivait, par exemple, avec le projet du New York Times, comme je l'ai dit plus tôt. Un effort, réussi ou non, mais en tout cas un travail très précis de fragmentation, de création d'une sorte de tourbillon évoquant celui de Van Gogh. Voici une maquette qui nous montre dans un éclairage artificiel comment ces éléments de façade en acier creux, assez semblables finalement, c'est des éléments U assez semblables aux pierres de verre que l'on a vu pour le projet de Pékin. Et voici le bâtiment réalisé.
ou quasi réalisé. En tout cas, une image qui nous montre aussi que c'est un bâtiment dans lequel la structure a une présence. Un bâtiment dans lequel on trouve, comme à Sydney, la fragmentation de la façade avec un autre thème, mais aussi une structure, une ossature qui n'est pas une ossature cachée, qui est une ossature qui est dessinée et pas laissée au hasard ou simplement résultant du calcul. Donc c'est un seuil intéressant. Enfin, le projet qui nous ramène, si je puis dire, dans l'agence de Venice, c'est un projet assez particulier qui a été entrepris pour Facebook. Euh, C'était un projet d'immeuble de bureau pour Facebook, que vous voyez ici, à Menlo Park, dans la Silicon Valley, au bord de l'eau. Ce projet devait être réalisé initialement par Gensler, qui est une des agences commerciales de qualité les plus actives aux États-Unis. Et finalement, Mark Zuckerberg, qui n'avait guère envie de recruter un architecte connu. Ce n'était pas son propos. Il voulait simplement un bâtiment rendant les services qu'il en attendait. Zuckerberg a fini par rencontrer Gary dans son agence. Et c'est là que le bâtiment est né. Voici l'image de cette rencontre. Et ce qui s'est passé, c'est que Zuckerberg a trouvé que l'agence de Gary était un lieu extraordinairement fécond pour comprendre comment faire fonctionner son équipe. Et vous voyez donc ici le rapport qui s'est créé entre l'agence de Gary que l'on voit en bas sur cette vue panoramique. Donc le bureau de Gary est au premier étage et surplombe les travées de l'atelier, dans lesquels on voit aussi très très bien comment les projets voisinent, comment le groupement des projets permet de faire apparaître, permet à ces contaminations dont j'ai parlé d'apparaître. C'est-à-dire comment, à force de passer 3 fois par jour devant la maquette d'un projet qui est déjà en cours de construction, mais dont les éléments sont restés présents, un projet en cours se transforme. Donc c'est ce système spatial qui permet des formes d'intégration d'un projet, de cannibalisme d'un projet par un autre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que Zuckerberg avait bien compris, j'y reviens, c'est la flexibilité du système. C'est-à-dire l'idée que les collectifs, les équipes travaillant autour d'un projet peuvent sans cesse se reconfigurer et que tout le processus est rendu visible. Donc c'est ce qui l'a fasciné et au fond c'est ce qu'il a demandé à Gary de faire. Du coup, qu'est devenu ce projet pour Facebook? C'est devenu un grand bâtiment à 2 niveaux, un niveau de bureau, 3 niveaux, je dirais si on compte le rez-de-chaussée sous le bâtiment et c'est un parking. Le niveau supérieur, c'est un jardin et notamment un jardin, mais dans le même temps un terrain de sport pour les exercices quotidiens des salariés. Et entre les deux se trouvent les bureaux selon des configurations toujours changeantes, qui permettent à Zuckerberg, d'avoir une sorte de position dominante, comme celle que Gary a dans son agence, au-dessus des travées ou au-dessus des regroupements de ses collaborateurs. Donc Zuckerberg a son perchoir, si je puis dire, mais dans le même temps, il a aussi le lieu est aussi disposé de manière à ce qu'il puisse se promener avec ses équipes pour le type de réunions qu'il affectionne, qui sont des réunions dans lesquelles personne n'est assis, mais des réunions qui se font en marchant, en faisant le tour du bâtiment. Et donc, ce bâtiment se prête bien mieux qu'un bâtiment à couloir ou un bâtiment à bureau paysager à ce genre de pratique. Alors, les images historiques que je voulais montrer renvoient à une autre configuration dans laquelle les agences d'architecture, on voit celle de SOM en bas à Chicago, magnifique photo du SOM des années 50, que pendant longtemps, les agences d'architecture se sont efforcées de ressembler à des usines.
comme l'usine Renault que vous voyez en haut, ou sinon à des usines, à des bureaux d'études d'ingénieurs, avec leur logique géométrique et leur hiérarchie. L'agence de Gehry, c'est un principe cellulaire changeant et un principe de co-visibilité constante des projets, et c'est ce qui est devenu la source du travail pour Zuckerberg. Le premier projet a été suivi, que vous voyez ici, a été suivi par d'autres projets qui n'ont pas tous été réalisés, mais qui finalement ont parfois perdu la radicalité du premier, tout en déployant des systèmes intéressants, notamment des systèmes climatiques intéressants. Alors, je voudrais terminer avec quelques projets récents qui nous montrent pas absolument les plus récents, mais qui nous montrent quelques orientations du travail de Gehry aujourd'hui. Tout d'abord, un retour sur lui-même, qui est un retour sur sa maison de 1978, qui se trouve à 20 rue du Rivage à Santa Monica. Gehry l'a quitté pour s'installer dans une nouvelle maison située sur le bord, sur l'arête précise du canyon de Santa Monica, ici, à un endroit où elle fait face à une maison célèbre, qui est la maison de Charles Eames, qui se trouve ici, qui se trouve de l'autre côté du canyon. La maison de Gehry, la voici sous forme de maquette, n'a rien à voir cette fois-ci avec la précédente. Elle est construite de toutes pièces, elle est beaucoup plus grande. C'est une maison qui est symétrique, curieusement, et qui s'est déployée à partir d'une ossature de bois qui n'est plus du tout, je dirais, l'ossature dont il faut se libérer, comme c'était le cas pour les ossatures des années 70, cette ossature qui est la condition de la liberté, à condition précisément qu'on s'en libère, mais une ossature qui est devenue beaucoup plus présente, qui est devenue presque déterminante de la forme dans ce projet sur lequel Gehry a travaillé avec son fils architecte Sam. Donc voilà l'intérieur de la maison, je ne montre pas plus, mais vous voyez, c'est une maison gigantesque à l'intérieur de laquelle l'échelle des composants est tout autre que dans la maison initiale de la 22e rue. Une maison qui, à mon sens, est très grande, trop grande, et dans laquelle je n'ai pas l'impression que Gehry soit totalement à l'aise. Dans le même esprit de ses projets pour lui-même, il a travaillé, il a dessiné ce bateau grâce à l'aide de ses amis qui l'a financé, donc un bateau dans lequel il est lui-même navigateur, comme je l'ai déjà dit, un bateau dans lequel il s'est ingénié à trouver quelques échos à ses formes architecturales, sans pour autant pouvoir évidemment transgresser les lois de l'hydrodynamique et de l'aérodynamique. Au titre des derniers projets, des projets des dernières années, on trouve parfois des échos de recherche antérieure, relus au prisme des techniques contemporaines. Le thème de la fragmentation des maisons des années 80 se retrouve dans ce projet pour une gigantesque habitation dans la Silicon Valley, mais comme on le voit, voilà la maquette ici, on voit que à côté de ces ossatures en bois assez épaisses, semblables à celles de sa maison, on voit que le travail qui a été fait pour Luma, la recherche avec Katia sur les revêtements de façade, informe l'enveloppe de ces différents volumes. On en a ici une image avec des impressions qui étaient punaisées sur les murs de l'agence à proximité de ces maquettes. Un autre projet intéressant qui nous montre à la fois une prise de terrain assez originale et à nouveau la persistance de cette dualité entre la géométrie des fonctions et la géométrie des expressions, je dirais. C'est ce projet d'habitat de loisirs dans la Basse-Californie, sur un terrain en pente, des maisons suspendues, donc accrochées à cette pente, et vous comprendrez le fonctionnement de ce projet en regardant ces deux maquettes, la maquette qui est celle des habitations et de leur volume, et la maquette qui est celle du volume qui joue à la fois sur cette espèce de forêt porteuse et sur
ce vol de mouettes, cet envol de mouettes des toitures. Un projet qui a beaucoup tétanisé Gehry pendant des années et qui est en train de s'achever, il sera inauguré plus tard cette année, c'est le projet d'un monument à Dwight Eisenhower à Washington, un projet remporté dans un concours qui a longtemps été saboté par l'establishment, notamment républicain, de Washington et qui finit par s'achever. C'est un projet dans lequel la représentation d'Eisenhower a posé énormément de problèmes. Les sculptures choisies initialement le représentaient comme le gamin de l'Oklahoma qui rêvait à un grand avenir et pas comme le général victorieux. Et Gehry avait une idée à l'origine qui était assez intéressante, qui était l'idée de faire un mémorial très étiré, très étendu sur cette place devant le Department of Education, sur cette place proche du Mall de Washington, mais un édifice à l'échelle des grands volumes de ce centre monumental de Washington, mais dans le même temps, un mémorial transparent. Donc, d'où l'idée d'utiliser la maille de métal, et c'est ce que l'on voit ici dans le travail qui a été fait, la maille de métal faite pour représenter une image ayant un sens par rapport à Eisenhower. Et cette image que Gehry a beaucoup cherché, qu'il a fini par trouver, eh bien, c'est une vue panoramique aérienne des plages de Normandie sur lesquelles le débarquement du 6 juin 1944 avait été organisé par Eisenhower. Donc, transposé dans une maille métallique. Donc, ce matériau, cette maille métallique que l'on avait vu penser à nouveau au parking de Santa Monica, utilisé avec un super graphisme à Santa Monica. Cette maille fait son retour dans une sorte de remémoration critique avec ce monument. Un dernier projet monumental, dont le destin est mystérieux, c'est le projet de musée Guggenheim à Abu Dhabi, projet censé être édifié sur l'île Qudiyat, qui est une île qui se situe face à la ville d'Abu Dhabi, qui est ici. Vous voyez ici la maquette de cette île, sur laquelle Jean Nouvel a construit la filiale locale du Louvre et sur lequel Zaha Hadid était censé réaliser un bâtiment. Donc vous voyez ce Guggenheim qui n'a rien à voir avec celui de Bilbao. Ce Guggenheim, comme si on pouvait dire un Louvre ou un Guggenheim en utilisant un article indéfini, c'est un musée dans lequel Gehry s'est attaché à une réflexion climatique assez inhabituelle chez lui. Donc nous retrouvons à nouveau cette hypothèse de l'empilement et de l'assemblage des galeries, mais autour d'un système de cônes qui sont inspirés des tours des vents que l'on trouve sur les deux côtés du golfe arabo-persique et qui permettent de faire circuler l'air et donc de le rafraîchir sans avoir besoin de climatiser l'ensemble du bâtiment. Donc voilà les quelques composantes de ce bâtiment, vous voyez, démontées, d'une maquette démontée de ce bâtiment sur lequel le travail continue depuis extrêmement longtemps. Le travail qui va évidemment aboutir à des formes différentes de celles à la fois de Vuitton et de Bilbao. Dernier projet, c'est promis, c'est un projet très différent des autres. C'est un projet dans lequel Gehry s'est engagé à titre bénévole pour le réaménagement et je dirais la renaissance de la Los Angeles River. Ce cours d'eau qui descend à partir des montagnes de Santa Monica vers l'océan Pacifique, qui traverse une grande partie de l'agglomération de Los Angeles et qui a été transformé en canal de béton utile au moment des grandes inondations, des grandes pluies et des grandes crues. Vous avez tous vu au cinéma des images de ce canal. Eh bien, Gehry a travaillé, je dirais, à urbaniser ce canal en imaginant de créer des plaines inondables de part et d'autre qui permettraient en fait de diffuser les eaux de ruissellement lors des grandes crues
et du coup de faire du canal, de lui rendre un caractère de rivière et surtout de créer des équipements collectifs partagés par les riverains situés des deux côtés, qui sont en général des collectivités extrêmement pauvres. Ce que montre cette carte, ce sont des communautés très pauvres, notamment noires au sud de Los Angeles. Donc Gary travaille ici, retrouve, je dirais, la fibre urbanistique que j'avais évoquée au début de ses cours pour travailler dans un sens plus social, ce que beaucoup ont critiqué d'ailleurs. Les précédents ne manquent pas, et il est intéressant, cette fois-ci, j'ai parlé pas mal de précédents, de voir que les images qui sont évoquées et accrochées sur les murs à l'appui de la réflexion sur ce tissu à moitié aquatique, c'est à la fois Chenonceau et ses réservoirs du Gujarat en Inde. Voilà donc un projet qui évolue lentement, mais, car il demande des arbitrages très complexes, arbitrages politiques très complexes, mais qui me semble manifester un réancrage de Gary à Los Angeles beaucoup plus intéressant que le simple fait finalement d'y obtenir à nouveau des commandes en ville pour faire des immeubles de bureaux ou des commerces. Alors, je voudrais terminer avec cette ultime image, qui est une image qui rassemble certains bâtiments que l'on a rencontrés au fil de ces 5 leçons. Et à défaut de conclusion, je dirais, dogmatique et organisée, je voudrais seulement contenter de quelques idées pour mettre en perspective ce que vous avez vu au cours de ces leçons. La première remarque, c'est que l'œuvre de Gary, vous en êtes rendu compte ici à nouveau aujourd'hui, dans ses recherches jamais terminées, il a fallu qu'Arnaud coupe l'alimentation financière de l'agence pour que Gary s'arrête sur un projet définitif pour la Fondation Vuitton. Donc c'est une œuvre expérimentale, c'est une œuvre inquiète, qui ne cesse, qui met en cause des usages, on l'a vu, mais qui se met en cause elle-même, qui met en cause les images qu'elle a fabriquées elle-même, mais c'est aussi d'ailleurs, on vient de le voir avec un ou deux exemples, qui sait aussi les recycler. C'est donc une œuvre qui a une sorte d'unité interne qui ne réside pas dans la monotonie, dans la répétition, mais plutôt dans cette capacité à régénérer des formes, à les faire migrer d'un programme à un autre, d'une échelle à une autre, d'un matériau à un autre. Cette espèce de corpus très plastique, façonné comme un corpus d'ensemble, au même titre que les édifices singuliers le sont. Une réinvention, donc, qui est une réinvention à la fois syntaxique dans l'assemblage des éléments, mais une réinvention lexicale aussi, et une subversion de l'ordre du discours, par la mise en cause du rapport entre syntaxe et lexique. Est-ce que les éléments de la façade de Walt Disney relèvent de la syntaxe, relèvent de l'assemblage ou du lexique, d'éléments autonomes par rapport à la syntaxe? Est-ce qu'il n'y a pas fusion et confusion entre ces éléments dans ce projet comme dans certains autres? Donc une architecture une démarche qui a bouleversé la perception générale de l'architecture, qui a transformé le procès de travail, notamment grâce à l'adoption précoce de l'ordinateur, et à propos de laquelle se pose évidemment une dernière question, qui est celle de sa transmissibilité. Est-ce que cette démarche peut être transmissible? Je pense que Gary en a eu l'illusion. Il a pensé que son fils Samy allait pouvoir continuer l'agence et continuer à travailler sans lui dans la veine de son travail. Mais ce qui caractérise Gary, et que personne d'autre autour de lui au-delà de sa virtuosité, de son intelligence et de sa sensibilité, c'est aussi son inquiétude, c'est aussi sa capacité à se mettre en cause et à se dépasser et à se critiquer lui-même, ce que peu de gens dans cette profession, ces qualités que peu de gens possèdent en général. Donc l'évolution
que j'ai l'impression de percevoir aujourd'hui, et j'en resterai sur cette prévision presque météorologique, c'est une sorte de diversification dans l'œuvre de Guéry, pour peu qu'elle continue encore un certain temps, ce qu'on lui souhaite, une diversification entre une architecture qui est une architecture qu'il contrôlerait et dans laquelle ses qualités d'inquiétude, une mise en cause permanente se retrouveraient, et une architecture plus banale dans laquelle on retrouverait des éléments langagiers de Guéry, syntaxiques ou lexicaux, mais qui ne seraient pas pour autant mis au service d'un bouleversement des usages et des spatialités existantes. Si vous voulez, une différence que l'on pourrait comparer à celle qui sépare la haute couture très personnelle du prêt-à-porter plus orienté vers le marché. Donc j'ai l'impression d'entrevoir cette évolution qui ne met nullement en cause, comme vous l'avez compris, la richesse insoupçonnée, insoupçonnable, inépuisable d'une œuvre à tous égards majeure. Merci de votre patiente attention.